Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la gestion des arrêts de travail dans le cadre de la crise sanitaire et du Covid-19. Ce webinaire sera présenté par Isabelle Plaveret. Bonjour, Isabelle Plaveret, donc je suis responsable de compte au sein du pôle IJ d'ADP. Merci Isabelle. Et pour ma part, je vais vous parler du cadre juridique. Je suis Loïs Vignet, juriste expert social au sein du pôle veille juridique d'ADP. Alors, dès la fin du mois de janvier, le gouvernement a pris des mesures pour minimiser l'impact financier pour les salariés qui ont été placés en confinement ou en isolement. Puis, depuis l'entrée en vigueur, enfin plutôt l'entrée de la phase 3 et la généralisation des mesures de confinement et la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, des mesures d'assouplissement ont été prises pour faciliter la gestion des arrêts de travail pendant cette période d'épidémie. Donc, de nouveaux motifs d'arrêt de travail sont apparus. Un certain nombre de conditions existantes pour l'indemnisation des salariés en arrêt ont été temporairement suspendues. Et à travers cette première partie juridique, nous allons aborder ce nouveau cadre juridique applicable pendant cette période exceptionnelle et propre à cette crise sanitaire. Et puis dans une seconde partie, nous verrons l'aspect plus pratique avec Isabelle et nous terminerons par un question-réponse au cours duquel vous pourrez nous poser vos différentes questions. Notons que ce webinaire est à jour des textes publiés au 25 avril. Alors, les différents motifs d'arrêt de travail sont les suivants. Nous pouvons noter donc plusieurs nouveaux motifs distingués en deux catégories. D'une part, les arrêts dérogatoires, donc pour des salariés placés en confinement ou en isolement pour avoir été en contact avec des personnes infectées par le virus, pour des salariés contraints de garder leur enfant suite à la fermeture des établissements scolaires ou établissements d'accueil, pour des salariés considérés comme personnes vulnérables face au virus et les personnes cohabitant avec ces personnes fragiles. Et d'autre part, une seconde catégorie qu'on appelle arrêt ordinaire pour des salariés malades, qu'ils soient atteints du virus ou malades pour un autre motif. Alors avant de démarrer l'analyse de ces différents motifs, vous pouvez retrouver ici l'ensemble des textes qui ont assoupli les règles applicables en matière d'arrêt de travail depuis le début de cette épidémie. On notera qu'un premier décret du 31 janvier est venu créer un nouveau motif d'arrêt maladie pour les personnes ayant été en contact avec des personnes infectées par le virus. Puis les textes se sont enchaînés avec plusieurs décrets, ordonnances. La loi du 23 mars qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 2 mois, sous réserve de renouvellement. Et puis, il y a quelques jours, la loi de finances rectificative qui prévoit, à compter du 1er mai, la bascule des salariés actuellement en arrêt dit dérogatoire en activité partielle. Et nous allons également parler de cette nouveauté. Commençons par le premier cas, les salariés donc mis en isolement avec un arrêt de travail de l'ARS, l'Agence régionale de santé, ou de la CPAM. Pour ce qui concerne donc ce premier motif, il est apparu dès le début de l'épidémie qui est apparue en France. Donc le décret du 31 janvier a prévu la suppression des IGSS, nous allons en parler. Ce décret a prévu donc ce nouveau motif pour certains salariés ou leurs enfants qui ont pu être placés en quarantaine pour 14 jours minimum ou jusqu'à 20 jours maximum et étant dans l'impossibilité de se rendre sur leur lieu de travail ou d'assurer leur emploi. On vise ici vraiment les salariés qui ont fait l'objet d'une mesure d'isolement parce qu'ils ont été en contact avec une personne malade du virus. Alors, il y avait des lieux plus exposés, par exemple les crèches, les EHPAD ou tout simplement une personne qui a séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique de semaine virus. Donc, dans le monde entier finalement. On puisse faire prescrire un arrêt de travail, donc ces personnes, par un médecin habilité de la CPAM sur suivi de l'Agence régionale de santé et sans pour autant avoir été malade. Mais pour pouvoir bénéficier donc de cet isolement sans pour autant être pénalisé d'un point de vue financier, puisqu'on va voir l'aspect indemnisation et les assouplissements prévus. Donc les IGSS pour ces salariés en isolement sont versés sans délai de carence,
sans condition d'ouverture de droit. C'est le décret, ce fameux décret du 31 janvier qui a initié ces assouplissements et qui a prévu ce nouveau motif. Du point de vue de l'employeur, le versement du complément employeur légal se fait également sans délai de carence. C'est le décret du 4 mars qui a supprimé le délai de carence employeur depuis le 5 mars. Il faut savoir que le décret du 16 avril a modifié cette date au 12 mars. Alors, ça ne modifie pas le traitement des arrêts qui ont déjà été effectués et qui ont démarré avant la date du 12 mars. Il faut savoir que une abrogation ne vaut que pour l'avenir. Par conséquent, tous les arrêts qui ont déjà été traités et concernés avant la date du 12 mars sans délai de carence ne sont pas remis en cause. Concernant la condition d'ancienneté, elle a également été supprimée pour les indemnités versées depuis le 12 mars et ce, quelle que soit la date de début de l'arrêt, jusqu'à une date fixée par décret, non encore publiée à ce jour, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020. Il faut savoir que du côté des conventions collectives et du maintien employeur prévu par les conventions, il n'y a pas de changement d'un point de vue strictement légal. Il est possible de supprimer le délai de carence. C'est notamment une préconisation faite par le site du ministère du Travail et le question-réponse Covid-19. Mais il n'y a pas d'obligation d'un point de vue strictement légal puisqu'aucun texte juridique n'a repris cette précision. Alors, les salariés en arrêt garde d'enfants, il s'agit donc des salariés contraints de rester à leur domicile avec leur enfant dont l'établissement scolaire est fermé ou l'établissement d'accueil est fermé, en sachant que depuis mi-mars, tous les établissements sont concernés par ces mesures de fermeture, d'obligation de fermeture. Pour ces salariés, les employeurs ont pu faire une demande d'arrêt de travail sur le site Déclare-Amélie. Plusieurs conditions doivent être réunies. Il faut que l'enfant ait moins de 16 ans au début de l'arrêt. Il faut également ou sinon que l'enfant soit en situation de handicap, et dans ce cas, il n'y a pas de limite d'âge. Un seul parent à la fois peut bénéficier de cet arrêt, donc le parent concerné doit remettre une attestation sur l'honneur à son employeur et l'arrêt de travail, enfin, doit être la seule solution possible. Cette dernière condition s'apprécie au cas par cas par les employeurs. La question a été régulièrement posée de savoir s'il est possible pour un salarié en télétravail, par exemple, de bénéficier de cet arrêt spécifique pour garde d'enfants. En pratique, c'est à l'employeur d'apprécier l'impact de cette situation exceptionnelle de garde d'enfants au domicile sur la réalisation de son activité professionnelle et la réalisation de ses missions. L'arrêt de travail, s'il est octroyé, il est octroyé pour une durée minimale d'1 jour jusqu'à 21 jours, mais il est renouvelable bien évidemment autant de fois que nécessaire, autrement dit jusqu'à la réouverture effective des écoles et donc la levée de ces mesures d'isolement et de fermeture. Concernant l'indemnisation, les IGSS sont également versés sans délai de carence et sans condition d'ouverture de droit suite à l'ajout de ce nouveau motif par le décret du 9 mars. Du point de vue de l'employeur, le délai de carence du complément légal a également été supprimé. Alors initialement pour les arrêts ayant débuté depuis le 5 mars, puis la date a été modifiée au 12 mars, mais encore une fois, comme nous l'avons précisé précédemment, cette date du 12 mars ne remet pas en cause ce qui a déjà été effectué pour les arrêts intervenus avant le 12 mars, depuis le 5 mars. Cela ne vaut que pour l'avenir. La condition d'ancienneté est également supprimée pour les indemnités versées depuis le 12 mars, et ce, quelle que soit la date de début de l'arrêt, encore une fois, jusqu'à une date fixée par décret, au plus tard, le 31 décembre 2020. On remarque que le traitement est exactement le même que pour le premier motif que nous avons abordé pour les salariés en mesure d'isolement. Du point de vue des conventions collectives, pas d'évolution d'un point de vue strictement légal. L'employeur peut être plus favorable et supprimer par exemple un éventuel délai de carence prévu par une convention, mais ce n'est pas une obligation légale. Troisième cas d'arrêt dérogatoire, il s'agit des personnes vulnérables auxquelles on peut associer les personnes cohabitant avec elles. Il faut savoir que ce
Ce motif a été ajouté initialement à la suite d'un communiqué par l'assurance maladie du 17 mars, puis un autre communiqué du 6 avril pour les personnes cohabitant avec ces personnes vulnérables. Vous avez la liste ici. Il s'agit des personnes considérées comme fragiles, dont l'état de santé laisse à penser à une certaine vulnérabilité face à ce virus. Et ces personnes doivent impérativement rester à leur domicile. Si aucune solution de télétravail n'est envisageable, elles bénéficient d'un arrêt de travail. Elles peuvent donc utiliser le téléservice Déclare Amélie comme pour la déclaration des arrêts garde d'enfants. Il faut quand même remplir certaines conditions. Il faut être en affection longue durée ou enceinte, être concerné par l'un des motifs visés ici, par exemple être atteint de souffrir de maladies respiratoires ou d'insuffisance cardiaque ou d'hypertension artérielle. Vous voyez, il y en a d'autres. Cet arrêt de travail a une durée initiale de 21 jours et la déclaration pouvait être faite rétroactivement à la date du 13 mars. Il faut noter d'un point de vue strictement juridique que ce motif n'a pas été repris officiellement par les textes qui ont suivi, décrets, ordonnances, sauf par la loi de finances rectificative dont nous allons parler un petit peu après. En ce qui concerne l'indemnisation, les pratiques des CPAM sont d'appliquer exactement les mêmes assouplissements que pour les autres motifs dérogatoires, à savoir des IJSS versés sans délai de carence et sans condition d'ouverture de droit. Cette assimilation au régime des autres arrêts dérogatoires conduit également les pratiques côté employeur sur la partie versement du complément employeur légal à verser les indemnités sans délai de carence et sans condition d'ancienneté, donc depuis le 12 mars. Et la suppression de la condition d'ancienneté intervient jusqu'à une date fixée par décret, encore une fois, non connue à ce jour, mais au plus tard le 31 décembre 2020. Et comme nous l'avons vu précédemment, du point de vue du versement du complément employeur mais conventionnel, sans changement d'un point de vue légal, les textes n'ont pas modifié les règles applicables en la matière, mais les entreprises peuvent décider d'être plus favorables. Passons maintenant à la gestion des arrêts, disons, ordinaires, pour motifs liés ou non au Covid-19. Initialement, les textes entretenaient un flou juridique sur cette indemnisation versée aux salariés réellement affectés par ce virus. La CNAM avait précisé qu'il convenait de les traiter comme des arrêts maladie classiques et donc de ne pas appliquer les assouplissements que l'on a pu aborder précédemment. Donc cette réponse impliquait l'application par la CPM du délai de carence pour le versement des IJSS maladie et donc pour le complément employeur légal, l'application du délai de carence également. À la suite finalement de la loi donc, du 23 mars qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire et qui a généralisé la suppression du délai de carence IJSS pour tous les arrêts ayant débuté depuis le 24 mars, eh bien, nous avons donc un régime différent en fonction des dates. Les IJSS sont donc versés sans délai de carence pour les arrêts qui ont débuté depuis le 24 mars. En revanche, pour les arrêts qui ont débuté avant le 24 mars, le délai de carence de 3 jours reste applicable. En ce qui concerne le versement du complément employeur, la condition d'ancienneté est levée puisqu'elle a été levée quel que soit le motif, qu'on soit dans le cas d'un motif dérogatoire ou non. Donc pour les indemnités versées depuis le 12 mars. En revanche, en ce qui concerne le délai de carence, eh bien, nous avons un régime différent puisque pour les arrêts qui ont débuté avant le 12 mars, le délai de carence légal de 7 jours reste applicable. Pour les arrêts qui ont débuté entre le 12 mars et le 23 mars, il convient d'appliquer un délai de carence de 3 jours. Cette nouveauté est issue d'un décret récent du 16 avril. Et pour les arrêts qui ont débuté depuis le 24 mars, en revanche, le délai de carence de 7 jours est bien supprimé jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, actuellement donc jusqu'au 24 mai, sous réserve qu'il y ait une prolongation de cet état d'urgence. En ce qui concerne encore une fois les règles applicables en matière de convention collective, sans changement, comme nous l'avons vu précédemment, aucun texte n'a apporté, en tout cas juridique, décret ou ordonnance, n'a apporté de précision. Donc il est possible pour les entreprises d'être plus favorables, mais ce n'est pas une obligation. Soulignons également
que le principe de faveur demeure applicable entre l'application des règles d'indemnisation prévues par le Code du travail et donc assouplies ou l'indemnisation prévue par les conventions collectives applicables aux entreprises. Voici un tableau récapitulatif des assouplissements que nous venons d'aborder. Donc vous avez ici les différents motifs dérogatoires, confinement, garde d'enfants, personnes vulnérables ou cohabitant avec elles, et puis les motifs ordinaires pour les malades atteints du virus ou pour un autre motif. Pour les IJSS, nous avons vu que le délai de carence IJSS n'est plus applicable pour tous les motifs d'arrêt dérogatoires. En revanche, pour les autres motifs ordinaires, le délai de carence est supprimé pour les arrêts qui ont débuté depuis le 24 mars. Donc pour les arrêts ayant débuté avant cette date, le délai de carence de 3 jours est applicable. La condition d'ancienneté a bien été supprimée pour toutes les indemnités versées depuis le 12 mars, quelle que soit la date de début d'arrêt et quel que soit le motif, donc dérogatoire ou ordinaire. En ce qui concerne le maintien de salaire légal, le délai de carence est supprimé pour les arrêts ayant débuté depuis le 12 mars. Pour rappel, c'est le décret du 16 avril qui a abrogé le décret du 4 mars qui supprimait le délai de carence du complément employeur légal à partir du 6 mars, sans remettre en cause pour autant donc les arrêts ayant débuté entre le 5 et 11 mars, donc qui ont déjà été traités sans délai de carence de l'employeur. Donc cette date du 12 mars pour la suppression de la carence légale est à prendre avec vigilance parce que les arrêts ayant débuté avant cette date depuis le 5 mars qui ont été traités sans délai de carence ne sont pas remis en cause. En ce qui concerne les arrêts ordinaires, eh bien, il y a une distinction à faire selon la date de début de l'arrêt. Si l'arrêt a débuté avant le 12 mars, le délai de carence de 7 jours s'applique. Entre le 12 et le 23 mars, nous avons un délai de carence de 3 jours. Et depuis le 24 mars, le délai de carence est supprimé. Et comme nous l'avons vu pour chaque motif, les conditions de versement des indemnisations conventionnelles ne sont pas impactées par les textes juridiques. Donc les entreprises peuvent décider d'être plus favorables, mais ce n'est pas une obligation légale. En ce qui concerne le niveau d'indemnisation, eh bien, vous avez un tableau ici qui synthétise ces différents niveaux et les droits pris en compte ou non pour l'appréciation des durées maximales. Nous pouvons noter que les IJSS donc versés pour les arrêts qui ont débuté entre le 12 mars et la fin de l'état d'urgence ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre maximal d'IJSS, 360 sur 3 ans, ou de la période de versement pour les AED, 3 ans. Du côté du complément employeur légal pour les arrêts dérogatoires Covid-19, à partir du 12 mars et jusqu'au 30 avril, il bénéficie d'une indemnisation complémentaire égale à 90% de la rémunération brute déduction faite des IJSS, et quelle que soit la durée totale d'indemnisation. Donc ici, on remarque que l'indemnisation habituelle que l'on connaît et qui est maintenue pour les arrêts ordinaires, 90% pendant les 30 premiers jours et 66% pendant les 30 jours suivants, ne s'applique pas à titre d'assouplissement. Et puis pour tous les arrêts dérogatoires, donc Covid-19 ou non, l'indemnisation légale employeur en cas de maladie se fait à l'exclusion de toute prise en compte des droits déjà épuisés sur les 12 mois antérieurs à l'arrêt, et l'indemnisation versée dans ce cas ne sera pas prise en compte pour l'appréciation de la durée totale d'indemnisation au cours de 12 mois. En somme, il s'agit d'un nouveau compteur de droits maladie exceptionnellement pendant cette période. Donc ces nouveautés s'appliquent aux indemnités versées, quelle que soit la date du premier jour d'arrêt de travail. Par contre, une distinction à faire pour les arrêts dérogatoires Covid-19 à compter du 12 mars jusqu'au 31 mai. En l'occurrence, nous allons voir que ces arrêts seront remplacés par le dispositif d'activité partielle dès le 1er mai. Et pour les arrêts de droit commun classiques à compter du 12 mars jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré actuellement au 24 mai, mais qui pourra être prolongé. Enfin, la loi de finances rectificative a modifié le traitement de ces arrêts dérogatoires jusqu'à à compter plutôt du 1er mai. À compter de cette date, les salariés en arrêt garde d'enfants ou pour personnes vulnérables cohabitant avec elles vont bénéficier du dispositif de l'activité partielle.
Ces nouveautés vont permettre aux entreprises de bénéficier du remboursement de l'État versé au titre des indemnités d'activité partielle. Et puis, le législateur a également constaté qu'il était indispensable de définir les caractéristiques pour ces personnes vulnérables. Je vous disais tout à l'heure qu'on n'avait aucun texte juridique reprenant le communiqué de l'assurance maladie. Donc, il était important de fournir également une base juridique pour ce motif dérogatoire. Nous avons eu donc la loi de finances rectificative à l'article 20 qui vise expressément les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au Covid-19 selon des critères définis par voie réglementaire, ainsi que les salariés partageant le même domicile qu'une personne vulnérable, et enfin les salariés parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap et sans limite d'âge pour ce cas, faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile. Ces personnes basculeront dans le dispositif de l'activité partielle. Et ce qui est vraiment très nouveau, c'est que ce dispositif s'appliquera même si l'entreprise ne bénéficie pas de l'activité partielle d'un point de vue collectif. Ce dispositif sera ici utilisé à titre individuel, précisément pour ces salariés qui bénéficiaient jusqu'alors des arrêts dérogatoires. Je vais laisser la parole à Isabelle Flaveret pour la partie pratique. Merci Loïs. Donc effectivement, nous allons passer à la partie pratique. Donc, dans le traitement des arrêts de travail, nous allons commencer par un schéma résumant les interactions entre le salarié, l'employeur et la CPAM. Plusieurs possibilités pour le salarié. Soit il va chez son médecin, puis ensuite il envoie les volets 1 et 2 de son arrêt de travail et le volet 3 à son employeur, comme auparavant. Soit il se déclare personne vulnérable sur Déclaramélie et envoie à son employeur l'équivalent du volet 3. Soit il envoie à son employeur une attestation sur l'honneur pour garde d'enfant. L'entreprise déclare ensuite le salarié sur Déclaramélie pour garde d'enfant. L'entreprise saisit les arrêts en paye, maintient le salaire et déclare ensuite les arrêts de travail auprès de la CPAM. Quant à la CPAM, elle verse les indemnités journalières à l'employeur s'il y a subrogation ou sinon au salarié. Traitement des arrêts de travail. Depuis la mise en place du confinement, ADP constate une augmentation importante du nombre d'arrêts de travail qui, selon les entreprises, ont atteint plus de 500% du volume habituel. L'augmentation de volume va perdurer jusqu'à la fin de l'année. Tous les arrêts doivent faire l'objet d'une déclaration via le portail IJEDI. Au 12 mars 2020, seuls les arrêts maladie de plus de 4 jours faisaient l'objet d'un paiement des indemnités journalières, sauf cas particulier connu. Depuis, tous les arrêts sont concernés et le seront au moins jusqu'à la fin de l'année. Gestion des arrêts de travail dans le cadre du Covid-19. On va reprendre un petit peu ce qui a été déjà dit par Loïs. Conditions pour bénéficier donc en cas de confinement ou de garde d'enfant. Donc avoir un enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap sans limite d'âge. Ne pas avoir la possibilité de garde. Un seul parent peut en bénéficier à la fois. Comment le déclarer? Donc l'employeur se connecte sur Déclaramélie et l'employeur envoie une déclaration des arrêts via IJEDI. Pour les personnes vulnérables ou cohabitant avec elles. Donc, les conditions pour en bénéficier, c'est la femme enceinte dans son 3e trimestre et les assurés en affection de longue durée au titre des pathologies listées par le Haut Conseil de la Santé publique, donc, dont on a la liste sur Déclaramélie. L'assuré se connecte sur Déclaramélie pour se déclarer et l'employeur envoie une déclaration des arrêts via IJEDI. Malade atteint du virus ou non atteint du virus, les conditions demeurent inchangées pour en bénéficier, à savoir avoir travaillé 150 heures dans le trimestre précédent l'arrêt ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 SMIC horaires au cours des 6 mois précédant l'arrêt. Et l'employeur doit donc envoyer des déclarations de ces arrêts via IJEDI. Toujours dans la gestion des arrêts de travail dans le cadre du Covid-19, les arrêts se différencient selon différents points pour l'employeur. L'arrêt dérogatoire garde d'enfant.
La demande est faite par le salarié à l'employeur en lui fournissant l'attestation sur l'honneur, stipulant qu'il est le seul membre de la famille à bénéficier de cet arrêt. L'arrêt dérogatoire personne à risque ou cohabitant avec elle. Lorsque la personne a fait sa déclaration sur Déclaramélie, elle reçoit de la part de la Sécurité sociale l'équivalent d'un volet 3 à remettre à son employeur. L'arrêt maladie, donc l'arrêt de travail fourni par un médecin dont le volet 3 est destiné à l'employeur. Il n'est donc pas possible de distinguer un arrêt de droit commun d'un arrêt Covid. Tous les arrêts doivent faire l'objet d'une déclaration à travers le portail IJEDI. Alors, arrêt maladie et activité partielle. L'arrêt maladie classique, si l'entreprise passe en activité partielle, alors poursuite de l'arrêt maladie jusqu'à son terme. Le plafonnement de l'indemnisation complémentaire à l'indemnisation versée au titre de l'activité partielle. L'arrêt maladie dérogatoire garde d'enfants et l'entreprise passe en activité partielle. Si l'activité partielle est totale, alors l'arrêt garde d'enfants est injustifié. Il nécessite de faire une reprise anticipée ou faculté pour l'employeur de laisser courir jusqu'à son terme. Si l'activité partielle est simplement une réduction de l'activité, le cumul est impossible des IJ et de l'allocation d'activité partielle. On maintient donc l'arrêt, mais le salarié ne sera pas placé en activité partielle sur cette période. L'entreprise est en activité partielle et un arrêt maladie survient, autre que dérogatoire. Suspend l'activité partielle et le complément de salaire est plafonné à l'indemnisation versée au titre de l'activité partielle. Donc, toujours dans le cadre de l'activité partielle et de sa mise en place. Si le salarié bénéficie avant la mise en place de l'activité partielle d'un arrêt de travail, le salarié reste en arrêt maladie indemnisé jusqu'à la fin de l'arrêt prescrit. Le petit schéma en dessous, avec l'entreprise en activité normale, l'entreprise en activité partielle, le salarié est en activité, ensuite il tombe malade, il est en arrêt maladie, et à la fin de son arrêt maladie seulement, il passe en activité partielle. Si le salarié placé en activité partielle tombe malade, le bénéfice de l'activité partielle est interrompu jusqu'à la fin de l'arrêt. Donc le salarié est en activité normale, ensuite son entreprise passe en activité partielle et lui aussi. Et le jour où il est en arrêt maladie, l'activité partielle s'arrête et c'est l'arrêt maladie qui prévaut. L'arrêt maladie et sa gestion sur le bulletin de paye. Donc, si le salarié est en activité normale et il a moins d'un an d'ancienneté, le complément de salaire ou le maintien de salaire brut sur le bulletin, y compris les IJSS bruts, s'élève à 90% de son salaire. Si l'activité du salarié a entièrement cessé, le complément de salaire sera à hauteur de 70%. Et si l'activité du salarié a simplement été réduite, le pourcentage du complément de salaire sera le pourcentage de la réduction de son activité entre 90 et 70%. Pour les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté, s'il est en activité normale ou en télétravail, son complément de salaire sera égal à ses droits conventionnels. Si l'entreprise a complètement, du moins son activité a complètement cessé, le complément de salaire sera maintenu à hauteur de 70%. Et si son activité est simplement réduite, le pourcentage de réduction de son complément de salaire sera entre ses droits conventionnels et 70%. Au niveau de l'indemnisation de la CPAM, si la subrogation sur le net du bulletin a été faite, c'est l'employeur qui sera indemnisé par la Sécurité sociale. S'il n'y a pas eu subrogation, c'est le salarié qui sera indemnisé. Et ce, dès le premier jour. Bien sûr, c'est à l'employeur de choisir, suivant ses accords, s'il subroge ou non. Les arrêts dérogatoires si pas de télétravail possible, et ce jusqu'au 30 avril 2020. Afin de vous aider à faire vos déclarations, ADP a mis à votre disposition un fichier vous permettant de déclarer en masse vos arrêts garde d'enfants par un port sur le site amélie.fr. Ce fichier se trouve
Dans la communication ADP Gestion des arrêts de travail, ADP vous accompagne qui vous a été envoyée entre le 15 et le 20 avril 2020. Il suffit de cliquer sur Télécharger le modèle d'import et vous avez donc le fichier Excel qui se met à votre disposition. Bien évidemment, ceci n'est valable que jusqu'au 30 avril. Les arrêts dérogatoires, toujours s'il n'y a pas de télétravail possible. Donc ADP a constaté que les arrêts ayant été saisis pour la période maximale, soit 21 jours, ont fait l'objet d'un courrier CEPAM adressé aux salariés, lui précisant la prolongation automatique jusqu'au 10 mai inclus. Effectivement, on nous a remonté des courriers, dont je vais vous lire un petit peu l'en-tête. Votre arrêt de travail, Madame, Monsieur, vous bénéficiez d'un arrêt de travail établi à titre préventif par l'assurance maladie afin de vous protéger d'un risque de santé important lié au Covid-19. Votre arrêt de travail est prolongé automatiquement jusqu'au dimanche 10 mai inclus. Ce message est destiné à vous informer ainsi qu'à justifier auprès de votre employeur de la prolongation de votre arrêt de travail. Bien évidemment, ce courrier est parti auprès des assurés avant la mise en place de la date de fin d'arrêt des arrêts dérogatoires, 30 avril. On en parle. Par le projet de loi de finances rectificative du 17 avril, le gouvernement a décidé la fin des arrêts dérogatoires au 30 avril 2020. Situation jusqu'au 30 avril. Si toute l'entreprise est passée à l'activité partielle avant le 30 avril. Si effectivement c'est bien le cas, ça met fin aux arrêts dérogatoires. L'entreprise doit effectuer un signalement reprise anticipée en DSN. Si il reste une partie de l'activité, l'entreprise reste en arrêt. À compter du 1er mai. Pour les entreprises qui sont restées en activité ou qui sont en activité réduite, les arrêts dérogatoires pour garde d'enfants passeront en activité partielle. Et là, la CEPAM a fait savoir qu'elle arrêtera de tout. Le salarié vulnérable, lui, doit consulter son médecin traitant pour obtenir un certificat de confinement qui permettra à l'employeur de déclencher l'activité partielle et évitera la reprise du travail aux collaborateurs. Bien évidemment, salarié vulnérable ou personne cohabitant avec elle. Cas pratique. Un salarié est en arrêt de travail garde d'enfants depuis le 16 mars. Il a 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Le versement des IJ avec un délai de carence de 3 jours, donc les IJ seront versés avec un délai de carence de 3 jours, et le complément employeur légal sera, lui, sans délai de carence. Un salarié est en arrêt de travail pour garde d'enfants depuis lundi 9 mars. Il a moins d'1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Avant le décret du 16 avril, versement des IJ sans carence et sans condition d'ouverture de droit. Pas de versement des IJ complémentaires légales car la condition d'ancienneté n'est pas remplie. Depuis le 17 avril, versement des IJSS sans carence et sans condition d'ouverture de droit. 9 au 11 mars, pas de versement du complément employeur légal. À partir du 12 mars, versement du complément employeur légal sans délai de carence. Les conditions d'ancienneté sont supprimées pour les indemnités versées depuis le 12 mars, quelle que soit la date de début d'arrêt. Donc, sans rétroactivité au début de l'arrêt. Les conditions conventionnelles, si elles sont plus favorables, continuent de s'appliquer, bien évidemment. Toujours dans les cas pratiques, un salarié est en arrêt de travail maladie ordinaire depuis le 17 mars. Il a 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Avant le décret du 16 avril, versement des IJSS avec délai de carence de 3 jours, a débuté avant le 24 mars. Versement des IJ complémentaires légales après un délai de carence de 7 jours, soit à partir du 24 mars. 17 avril, versement des IJ avec un délai de carence de 3 jours. Versement du complément employeur légal avec un délai de carence de 3 jours, soit à partir du 20 mars. Un salarié est en arrêt de travail pour maladie ordinaire depuis le 26 mars.
Il a 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Avant le décret du 16 avril, versement des IJSS sans carence et sans condition d'ouverture de droit, versement des IJ complémentaires légales après un délai de carence de 7 jours, soit à partir du 2 avril. Depuis le 17 avril, versement des IJ sans carence et sans condition d'ouverture de droit, là c'est OK, versement du complément employeur légal sans délai de carence, soit à partir du 26 mars. Bien évidemment, les conditions conventionnelles, si elles sont plus favorables, continuent de s'appliquer. Toujours dans les cas pratiques, un salarié est en arrêt de travail pour maladie ordinaire depuis le jeudi 27 février. Il a 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise au début de l'arrêt. Avant le décret du 16 avril, versement des IJ avec un délai de carence de 3 jours, puisqu'il a débuté avant le 24 mars. Pas de versement des IJ complémentaires légales. Il n'a pas les conditions d'ancienneté requises. Depuis le 17 avril, versement des IJ avec un délai de carence de 3 jours. 27 février au 11 mars, pas de versement du complément employeur légal. À partir du 12 mars, versement du complément employeur légal sans délai de carence. Suppression de la condition d'ancienneté pour les indemnités versées depuis le 12 mars. Je disais auparavant, les dispositions conventionnelles, si elles sont plus favorables, continuent à s'appliquer. Les remboursements CPAM. ADP constate depuis des années qu'un certain nombre d'arrêts doivent faire l'objet d'une ou plusieurs interventions afin d'être réglés par la CPAM. En effet, si 60% des arrêts sont indemnisés dans les 5 jours après l'envoi des signalements et ne nécessitent qu'une intervention de moins de 10 minutes, saisie des arrêts dans le système de paye, déclaration via le portail IJEDI, rapprochement des montants perçus, 40% des arrêts nécessitent un retraitement pouvant aller de 15 minutes, c'est le temps moyen d'un appel à la CPAM avant le confinement, à plusieurs jours pour des dossiers en contentieux. Le recouvrement d'un arrêt de travail en litige peut prendre plusieurs mois. ADP constate déjà un engorgement compréhensible des CPAM avec une difficulté pour les joindre. Quelques motifs de non-remboursement des CPAM constatés à ce jour. Non-conformité des arrêts, des dates d'arrêt. Mauvaise lecture de l'arrêt, que ce soit par l'employeur ou par la CPAM, erreur de saisie sur le bulletin ou sur l'interface IJEDI. Prescription médicale manquante, non reçue par la CPAM, non lisible ou incomplète. Incohérence entre les paiements CPAM et la subrogation en paye. Majoration pour 3e enfant, non faite par l'un ou l'autre. Salaire de référence différent, prime manquante dans le calcul paye ou CPAM, etc. Anomalie à la CPAM sur le dossier personnel du salarié. Inscription erronée, ça peut être le NIR, changement d'adresse, changement de situation familiale, etc. Ou les accidents du travail rejetés à retraiter en maladie. Un AT sur 3 en moyenne. Là, ce sont vraiment les cas les plus courants que l'on rencontre. Cas pratique. ADP a constaté que des paiements CPAM étaient déjà intervenus pour des arrêts dérogatoires alors que les déclarations pour ces arrêts n'avaient pas encore été envoyées. La CPAM s'est basée sur des déclarations effectuées pour des arrêts antérieurs. Par conséquent, les paiements effectués ne sont pas au même taux qu'en paye puisque les salaires de référence sont différents. Suite à l'envoi des déclarations correspondantes, il sera nécessaire de suivre les paiements complémentaires ou indus que cela va engendrer, relancer la CPAM si les conditions de paiement ne sont pas effectuées, régulariser en paye le dossier du salarié si la CPAM refuse de revenir sur son paiement afin d'ajuster son aide fiscale. Autre cas pratique, pour illustrer, cas d'un dossier en litige qu'on a pu rencontrer parmi les 40% de dossiers litigieux. On a envoyé la déclaration via IJEDI à l'issue de la paye de janvier. On a eu un rejet CPAM parce que l'immatriculation du salarié n'était pas connue. On a demandé au salarié la confirmation de son numéro d'immatriculation et on a corrigé le système de paye. On a renvoyé la déclaration modifiée via IJEDI. On a ensuite eu un rejet CPAM puisqu'il nous disait ne pas avoir reçu la prescription médicale. On a informé le salarié qui est allé voir son médecin pour obtenir un duplicata. On a renvoyé une attestation via IJEDI. On a obtenu un paiement CPAM, mais avec majoration,
car il avait 3 enfants, non appliqué en paye car on n'avait pas cette information sur la composition de la famille. On a demandé au salarié un extrait de son livret de famille, on a corrigé le système de paye et on a passé une régularisation afin d'ajuster le net fiscal du salarié au paiement CEPAM, et ce en paye de décembre. Autre cas rencontré. Cas d'un dossier en litige Covid de 14 jours, donc un arrêt dérogatoire garde d'enfants. Envoi de la déclaration via IJEDI en signalement DSN. Rejet CEPAM, pas de saisie sur Déclaramélie. Donc on a ressaisi sur Déclaramélie. Envoi de la déclaration via IJEDI en signalement DSN, paiement CEPAM. Cas d'un dossier en litige Covid, dérogatoire garde d'enfants de 3 jours. On a envoyé la déclaration via IJEDI en signalement DSN. Rejet DSN, pas d'historique de salaire suffisant en DSN. On a forcé l'arrêt en DSN sur le portail IJEDI afin de le faire passer en EDI. On a renvoyé la déclaration via IJEDI en EDI et ensuite on a obtenu l'indemnisation de la CEPAM. En effet, au niveau de la déclaration des arrêts de travail, depuis début avril, on a fait évoluer le portail IJEDI afin de pouvoir gérer les rejets des arrêts de moins de 4 jours qui jusqu'à cette date faisaient simplement l'objet d'un envoi en DSN. Maintenant, quand vous ouvrez votre portail au niveau de l'accueil, vous avez un petit texte qui vous informe de cette nouveauté. De ce fait, les arrêts de moins de 4 jours en rejet pourront faire l'objet d'un forçage pour être retraités en EDI. Là, quand vous allez dans les arrêts en cours, dans Gérer les arrêts en cours, vous avez un petit encart maintenant qui est forcer les arrêts inactifs en arrêt à compléter ou à valider qui vous permettent de passer votre KO DSN en arrêt à valider ou à compléter et ensuite à le traiter en EDI comme les autres arrêts. ADP vous accompagne. Vous allez certainement faire face à un afflux massif de questions de vos salariés sur les arrêts dérogatoires, la prise en charge de l'arrêt en paye par l'employeur, la prise en charge par la CEPAM, la mise en place de l'activité partielle, la rémunération. Nous espérons que le présent webinaire vous a apporté les réponses nécessaires. ADP vous accompagne sur ces sujets et vous pouvez contacter votre service client ADP habituel ou nous faire parvenir un mail à ijservice-relations-clients@adp.com. Nous répondrons dans les meilleurs délais. Maintenant, nous allons clôturer ce webinaire et nous allons passer aux questions-réponses. Alors, nous allons passer donc aux questions-réponses. Nous avons pris connaissance de vos questions. On va commencer par les questions plutôt juridiques. Et puis, Isabelle prendra le relais sur la partie vos questions plus techniques. Alors, il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui. Donc, nous allons bien entendu essayer de répondre à un maximum d'entre elles, même si peut-être qu'avec le temps imparti, nous ne pourrons pas forcément répondre à tout. Alors, sur la partie juridique, un certain nombre de questions sur ces indemnisations, notamment sur la suppression du délai de carence. Alors, côté employeur, donc vous avez bien vu, la suppression du délai de carence côté employeur concerne le maintien prévu par le Code du travail, donc beaucoup de questions sur les conventions collectives qui ne sont pas impactées dans les textes. Par exemple, ici on me demande si application du conventionnel, quid de l'impact sur les droits maladie. Le décret du 16 avril indique que cela n'impacte pas les droits maladie. Alors, en effet, ce décret du 16 avril précise bien que la suppression du délai de carence concerne bien la carence prévue par le Code du travail, la carence de 7 jours. Les conventions collectives ne sont pas concernées. Il est possible d'appliquer des dispositions plus favorables, mais ce n'est pas une obligation.
Et à ce titre-là, par exemple, pour un salarié qui n'a pas 1 an d'ancienneté, bien, il peut bénéficier donc à partir du 12 mars, pour les indemnités versées depuis le 12 mars, de la suppression de la condition d'ancienneté prévue par le Code du travail, ce qui peut devenir plus favorable pour lui, l'application des dispositions prévues par le Code du travail et non par la convention collective. Par conséquent, on me demande est-ce que le régime de faveur s'applique? Oui, dans ce cas, ce n'est pas remis en cause par les textes qui ont été publiés ces dernières semaines. Donc, on applique le plus favorable pour le salarié, qui peut devenir en l'état les dispositions prévues par le Code du travail pour ce maintien de salaire. Beaucoup de questions. Alors, j'en ai beaucoup. Donc, les stagiaires, par exemple, ayant une gratification de stage qui ont eu un arrêt Covid, peuvent-ils percevoir des IJSS? Alors, il faut rappeler qu'un stagiaire a droit aux IJSS à condition de percevoir plus que la franchise et surtout de remplir les conditions d'ouverture de droit. Sauf que en l'état, les conditions d'ouverture de droit IJSS sont supprimées depuis le décret du 31 janvier, par conséquent, s'il perçoit plus que la franchise, oui, en l'état, il peut percevoir des IJSS. Lorsqu'il a été, un salarié a été en... Alors oui, on revient sur la suppression de la condition d'ancienneté. Si j'ai bien compris, un salarié ayant moins d'1 an d'ancienneté sera maintenu par l'employeur à partir du 12 mars et non à compter du 26 mars. Oui, en effet, l'ordonnance du 15 avril a modifié la date du 26 mars qui était initialement prévue pour la suppression de la condition d'ancienneté à la date du 12 mars, qui correspond donc aux indemnités versées depuis le 12 mars, quelle que soit la date de début de l'arrêt. Des questions également sur le traitement du mi-temps thérapeutique lorsque le salarié est en arrêt pour garde d'enfant. Le mi-temps thérapeutique, ce n'est pas une suspension, donc le salarié peut, de manière générale, sans parler de l'arrêt garde d'enfant, peut être malade pendant cette période. L'arrêt garde d'enfant, c'est un motif dérogatoire qui permet au salarié de bénéficier d'un arrêt, entre guillemets, maladie, parce qu'il doit garder son enfant pour les conditions qu'on a vues précédemment. Sauf disposition plus favorable prévue par la convention collective, après le complément de salaire versé doit être calculé sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue s'il n'avait pas été en arrêt. En fait, même s'il n'y a pas eu de précision depuis le début de cette crise sanitaire sur le traitement du mi-temps thérapeutique avec l'articulation pour l'arrêt garde d'enfant, on peut considérer qu'on peut continuer d'appliquer les règles qui existaient déjà sur l'articulation d'un arrêt maladie pour un salarié en mi-temps thérapeutique. Donc, il bénéficie du maintien de salaire comme les autres salariés, simplement calculé sur sa rémunération, calculé sur son temps partiel en raison de son mi-temps thérapeutique. D'autres questions également. Alors, nous ne devons pas indemniser en maladie plus que ce que le salarié aurait perçu en chômage partiel. La comparaison se fait sur le brut ou sur le net. Les charges ne sont pas les mêmes, en effet, sur la maladie que sur le chômage partiel. Alors, ce que dit la jurisprudence de 1987, c'est que le salarié ne doit pas bénéficier d'un avantage lorsqu'il est en arrêt maladie, lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait été valide. Et si il est malade pendant une activité partielle, son maintien de salaire est calculé sur la base de sa rémunération qu'il aurait perçue s'il n'avait pas été malade, donc l'indemnité d'activité partielle. Il n'y a pas d'autres précisions sur les modalités de comparaison. Étant donné qu'on parle d'une rémunération qui ne doit pas être supérieure, on peut considérer que la comparaison se fait honnête, mais ce n'est pas une obligation. Donc c'est vraiment sans précision. Il n'y a pas de réponse, je dirais, tranchée en l'état, même si peut-être qu'en pratique, on peut peut-être interpréter cette jurisprudence en considérant que la comparaison se fasse peut-être plus par rapport au net qu'au brut, mais encore une fois, sans
sans réponse tranchée dans cet arrêt. Alors, autre question, arrêt garde d'enfants. Donc, les arrêts garde d'enfants à isolement vont se transformer en activité partielle au 1er mai. Faut-il appliquer le maintien conventionnel ou légal pour l'activité partielle? Alors, en fait, effectivement, la loi de finances rectificative, c'est la deuxième, a prévu la transformation pour les salariés qui sont en arrêt actuellement, garde d'enfants ou isolement ou les personnes cohabitant avec les personnes vulnérables, de bénéficier de l'activité partielle. C'est un changement complet de motif d'absence. Par conséquent, la question ne se pose pas de savoir si on applique le maintien conventionnel ou légal. Ils vont bénéficier du versement de l'indemnité d'activité partielle, calculée selon les modalités légales, donc 70% de la rémunération horaire brute, ou si un accord, une convention collective, un accord d'entreprise ou un usage prévoit des dispositions plus favorables, et bien calculé sur ces dispositions plus favorables. Et l'entreprise, c'est aussi l'avantage, va pouvoir se faire rembourser ces indemnités d'activité partielle au titre de ce dispositif justement de l'activité partielle, ce qui n'est pas possible en termes d'arrêt de travail. Peut-on imposer peut-on imposer des congés payés à une personne qui peut bénéficier d'un arrêt pour garde d'enfants? Effectivement, il y a eu une ordonnance qui a prévu la possibilité pendant l'état d'urgence et même jusqu'au plus tard, au 31 décembre, d'imposer la prise de congés payés et de jours de RTT, par exemple, pour des salariés à certaines conditions. Un salarié qui peut bénéficier d'un arrêt pour garde d'enfants, oui, on peut lui imposer dans l'absolu de prendre des congés payés à condition de remplir les conditions prévues par l'ordonnance. Il faut notamment avoir un accord collectif qui prévoit la prise de ces congés payés pour pouvoir imposer pendant cette période, respecter un délai de prévenance d'1 jour franc minimal et surtout dans la limite de 6 jours de congés payés et 10 jours pour les autres jours type RTT. Le fait qu'il puisse bénéficier d'un arrêt garde d'enfant n'est pas un critère finalement. Droit de maladie conventionnel habituel. Bonjour, tous les arrêts garde d'enfants ou liés au Covid doivent être intégrés dans les droits maladie conventionnels habituels. Il est prévu, on l'a vu à la fin, que les droits, donc pour les arrêts ayant débuté depuis le 12 mars, les droits soient versés, les indemnités versées ne soient pas prises en compte pour le calcul des droits à l'indemnisation légale, donc versée par l'employeur. Le décret prévoit à ce titre vraiment vise uniquement la partie légale, donc le complément versé en application du Code du travail et non des conventions collectives. Par conséquent, en l'état, oui, les droits, en cas d'arrêt garde d'enfants, s'appliquent sur les droits conventionnels en cas d'application de la convention collective, mais pas sur le légal en cas d'application du Code du travail. Peut-on imposer donc ça? Non, j'ai déjà fait. En principe, les écoles. Alors, les écoles ouvrent le 11 mai. Est-ce que les salariés qui demandent une prolongation pour garde d'enfants doivent justifier de la fermeture pour bénéficier du chômage partiel? Ce qui a été indiqué hier par la ministre du Travail, pour le moment sans texte, mais c'est qu'il y aura, un traitement différent jusqu'à la fin du mois de mai, et à partir du 1er juin, des nouvelles modalités. Donc jusqu'à la fin du mois de mai, non, il n'y aurait pas à justifier de la fermeture de l'école. Donc même si dans l'absolu, en pratique, l'enfant peut se rendre à l'école parce que l'établissement est ouvert, il n'est pas obligatoire. Le salarié peut bénéficier en fait de l'activité partielle. Il n'a pas à justifier de la fermeture de l'école. Par contre, d'après ce qu'a indiqué encore une fois la ministre du Travail, à partir du 1er juin, il faudra justifier de la fermeture de l'école pour que le salarié puisse bénéficier de l'activité partielle. De manière générale, il prévoit même des modifications du régime de l'activité partielle à ce titre-là à partir du 1er juin, mais pour le moment, ces modifications ne sont évidemment pas connues à ce jour. Elles sont en cours certainement de réflexion.
Alors, j'ai un salarié en arrêt garde d'enfants validé par la Sécurité sociale jusqu'au 6 mai. Nous pratiquons l'activité partielle pour son service. Doit-il reprendre le travail le 2 mai en activité partielle? Là, cette question vise plus particulièrement l'articulation entre arrêt garde d'enfants et activité partielle, question qui s'est déjà posée depuis en pratique le mois de mars majoritairement. Lorsqu'un cas d'arrêt garde d'enfant survenu avant la mise en place de l'activité partielle, eh bien, l'administration préconise une reprise anticipée pour le salarié de l'activité pour le basculer en activité partielle, ou sinon d'aller jusqu'au terme de l'arrêt en cours et ensuite le salarié bascule automatiquement en activité partielle. Donc là, s'il n'y a pas eu de reprise anticipée, oui, dans tous les cas, l'activité partielle doit se faire dès le 1er mai en application de la loi de finances rectificative, selon différentes modalités. Pour les salariés en arrêt garde d'enfants, ce qui est prévu, c'est que l'employeur doit donc cesser de déclarer les arrêts de travail pour ces motifs. Il n'y aura pas de prolongation. Il faut faire une demande d'activité partielle sur le site activitépartielle.emploi.gouv et informer les salariés. Pour les arrêts garde d'enfants, il s'arrête bien le 30 avril et non le 31/12. Oui, en effet, avec la loi de finances rectificative, maintenant nous avons la date du 30 avril. Initialement, on avait une date du 31/12 qui était une date maximale, mais qui pouvait effectivement faire l'objet de changements par une date antérieure, effectivement. Je ne comprends pas le délai de carence de 7 jours pour les arrêts maladie ayant débuté avant le 12 mars. Alors, le décret du 16 avril, c'est le décret 2020-434, prévoit un délai de carence de 3 jours pour les arrêts ordinaires, c'est-à-dire pour des salariés malades, qu'ils soient atteints du virus ou qu'ils soient malades pour un autre motif, pour des arrêts qui ont débuté entre le 12 et le 23 mars. C'est expressément dit je crois que c'est l'article 1, il me semble, de ce décret. Donc, par déduction, pour les arrêts qui ont débuté avant le 12 mars, toujours pour motif ordinaire, on ne dit pas les motifs dérogatoires, ces motifs-là ne sont pas concernés pour les arrêts ayant débuté avant le 12 mars par la suppression du délai de carence prévu par le Code du travail pour le versement du complément employeur, donc le délai de carence de 7 jours. C'est pourquoi nous avons indiqué que le délai de carence de 7 jours pour les arrêts maladie ordinaires continue de s'appliquer pour les arrêts ayant débuté avant le 12 mars. Autre question. J'ai un salarié en arrêt depuis le 26 mars, moins d'un an d'ancienneté. La convention de collective n'indique pas de maintien de salaire. En effet, est-ce que je dois lui maintenir son salaire à hauteur de 90% sans délai de carence? En effet, donc en cette période, pour les indemnités versées depuis le 12 mars, quel que soit le début de l'arrêt, l'ancienneté est supprimée. Par conséquent, pour ce salarié, il bénéficie de la suppression de la condition d'ancienneté dès le début de son arrêt, en l'occurrence 26 mars, et bénéficie du maintien de salaire légal. Alors, autre question. Est-ce que vous avez ici? Alors, doit-on reconsulter le CSE pour le passage en activité des salariés en garde d'enfants à compter du 1er mai? C'est une bonne question. En théorie, c'est une condition effectivement obligatoire dans le process de l'activité partielle. Consulter le CSE. À ma connaissance, il n'y a pas eu, en tout cas dans l'article 20 de la loi de finances rectificative, parce que c'est notre seule base légale que nous ayons pour le moment, de précision sur les modalités. Par contre, il est possible que nous ayons très prochainement un décret. En l'état, par précaution, je dirais que oui, mais peut-être qu'un texte viendra assouplir ces règles pour ce cas particulier de ces salariés qui étaient en arrêt et qui basculent automatiquement en activité partielle.
Alors, beaucoup de questions. Comparer. Je n'ai pas compris si nous devons comparer les droits conventionnels de maintien et la règle légale à compter du 12 mars. Oui, alors c'est le principe de faveur qu'on abordait tout à l'heure. Ce principe de faveur continue de s'appliquer, donc par conséquent, oui, il faut comparer, mais pas seulement à compter du 12 mars, de manière générale, il faut comparer si le maintien légal ou le maintien conventionnel est plus favorable selon le profil du salarié, notamment en fonction de son ancienneté, puisque pour la partie légale, l'ancienneté est supprimée. La carence de 7 jours est applicable par l'employeur. Je vois qu'il y a encore des questions sur ce sujet. Ce délai de carence de 7 jours, c'est le délai de carence applicable pour le versement du complément employeur légal. Et en l'état, le décret du 16 avril, qui a été cité plusieurs fois, prévoit la suppression du délai de carence à diverses dates selon qu'il s'agisse d'un arrêt dérogatoire ou d'un arrêt ordinaire. Et pour les arrêts ordinaires, la suppression de ce délai de carence commence à intervenir à partir du 12 mars, mais en fait ce n'est pas une suppression parce qu'on a bien vu c'est un délai de carence de 3 jours, puis à partir du 24 mars, là ce délai est bien supprimé. Ce délai de 7 jours, c'est le délai légal qui s'applique, qui est prévu par le Code du travail. Quelle est la différence entre le maintien de salaire légal et le maintien de salaire employeur? En fait, le maintien de salaire légal et maintien de salaire employeur renvoient à la même chose, simplement. Maintien de salaire employeur, on précise derrière légal ou conventionnel. Si on veut être effectivement très exhaustif. Mais le maintien de salaire, c'est bien il y a plusieurs termes possibles. On peut parler aussi de complément employeur. C'est ce qui vient compléter les IJSS, et soit en application des dispositions prévues par le Code du travail, donc légal, soit en application des dispositions conventionnelles. Pouvez-vous me confirmer que même si l'entreprise ne fait pas de demande d'activité partielle, les salariés en arrêt garde d'enfants passent automatiquement en activité partielle? Oui, tout à fait. C'est bien prévu par la loi de finances rectificative. C'est une bascule entre guillemets automatique pour les salariés en arrêt garde d'enfants, pour les salariés considérés comme des personnes vulnérables ou cohabitant avec ces personnes vulnérables. Donc, ils bénéficient automatiquement de l'activité partielle, même si le dispositif n'est pas mis en place dans l'entreprise. C'est vrai que c'est un dispositif normalement collectif lié aux difficultés rencontrées par l'entreprise liées à cette épidémie, difficultés économiques, difficultés d'approvisionnement, impact sur l'activité. En l'occurrence, ces motifs-là ne sont pas requis. C'est une appréciation individuelle parce que concerne les salariés en raison qui bénéficient de ces arrêts spécifiques. L'adresse pour faire une déclaration d'activité partielle, c'est le site, c'est activitépartielle.gouv.emploi.fr, il me semble. Oui, c'est ça. activitépartielle.gouv.emploi.fr. Encore peut-être une ou deux questions avant que je laisse la parole à Isabelle pour la partie plus technique. Alors,
Même si on applique le complément salaire conventionnel, doit-on supprimer la condition d'ancienneté d'un an? Non, ce n'est pas une obligation. La suppression de la condition d'ancienneté d'un an concerne le maintien, le complément ou maintien de salaire légal. J'ai une personne vulnérable en arrêt jusqu'au 10 mai. Faut-il faire une reprise anticipée au 1er mai auprès de la CPAM? Oui, ils sont concernés de la même manière que les salariés en arrêt garde d'enfants. Donc reprise anticipée à compter du 1er mai. La seule différence, c'est que ce salarié doit fournir un certificat d'isolement adressé par l'assurance maladie ou un médecin de ville. Et il doit le fournir à son employeur. Alors, je vais laisser la parole à Isabelle pour la partie de vos questions plus pratiques. Merci Loïs. Effectivement, il y a quelques questions qui ont été posées sur toute la partie pratique, ainsi que sur la paye, comment gérer ses arrêts en paye, le complément employeur et le portail IJEDI. Déjà, on m'a posé comme question, enfin, on nous a posé comme question, qu'est-ce que le portail IJEDI? Alors, le portail IJEDI, c'est le portail que KDP met à disposition de ses clients pour faire ses déclarations d'arrêt de travail auprès de la CPAM. Donc, ce portail permet d'envoyer des signalements DSN ou des attestations DSIJ auprès de la Sécurité sociale. Donc, la question aussi qui est revenue, c'est les arrêts dérogatoires doivent-ils être saisis en paye, en jour ouvré ou en calendaire comme un arrêt de travail? Alors là, je vais vous répondre que c'est assimilé à un arrêt de travail, donc il faut les saisir en calendaire, comme vous l'avez fait sur le portail Déclare Amélie, puisque vous avez saisi une période. Donc il faut que l'arrêt de travail saisi sur votre paye corresponde à la période déclarée auprès de Déclare Amélie. Bien évidemment, ces arrêts de travail prendront fin d'eux-mêmes au niveau de la sécurité sociale le 30 avril. Il n'y aura pas besoin de faire d'attestation de reprise auprès de la sécurité sociale. Bien évidemment, comme vous le disiez Loïs, il va falloir les déclarer pour les mettre en activité partielle. En ce qui concerne les arrêts dérogatoires garde d'enfants, il va falloir que votre salarié continue de justifier le fait qu'il doit rester à la maison pour garder ses enfants comme il l'a fait jusqu'à aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier du chômage partiel. En ce qui concerne les arrêts dérogatoires pour personnes fragiles ou vivant avec elles, généralement, ce qu'il faut que fasse le salarié, c'est d'aller voir son médecin pour obtenir un arrêt de confinement ou un arrêt de travail classique. Même si j'ai vu une question comme quoi l'arrêt dérogatoire avait été refusé par la CPAM. Peut-être que la CPAM ne connaissait pas la pathologie de ce salarié, donc il faut qu'il aille voir son médecin traitant qui lui fera un arrêt de travail. En ce qui concerne la différence entre les arrêts de travail classiques et un arrêt de travail Covid, bien évidemment, on n'en fait pas la différence. Quand un employeur reçoit un arrêt de travail, le volet 3, la notion de l'arrêt, la raison de l'arrêt lui est inconnue et doit le rester. Donc, il n'y a pas possibilité de faire la différence entre un salarié qui s'est foulé une cheville, un salarié qui est atteint du Covid ou un salarié qui est arrêté par son médecin parce qu'il est fragile. Ensuite, donc, en ce qui concerne purement technique, entre la paye et le portail IJEDI, c'est comme d'habitude la paye qui va votre clôture de paye qui va alimenter le portail IJEDI et c'est à ce moment-là que vous allez procéder à la déclaration de vos arrêts de travail auprès de la Sécurité sociale. Donc, comme vous le faites habituellement et bien évidemment, si vous avez
une seule attestation, enfin une attestation de salaire à renouveler sur un arrêt dérogatoire en continu. Non, l'arrêt de salaire n'est pas à renouveler sur un arrêt dérogatoire en continu. C'est comme un arrêt maladie classique avec des prolongations. Vous faites une seule attestation sans date de reprise et éventuellement de la subrogation durant toute la période. Alors, l'employeur doit-il subroger si le salarié a moins d'1 an d'ancienneté? Les textes parlent toujours de maintien de salaire. Donc, on doit effectivement maintenir le brut du salarié sur le bulletin, mais rien n'indique qu'on est obligé de subroger. Si vous n'avez pas l'habitude de subroger ou si votre arrêt n'était pas subrogé avant la mise en place des textes, vous n'êtes pas obligé de subroger votre salarié. Vous êtes obligé de le maintenir à hauteur de 90% si, bien évidemment, l'entreprise est au chômage partiel. Alors, pour les arrêts dérogatoires, on ne déclare plus cela comme une maladie, mais comme de l'activité partielle en paye et DSN. C'est bien cela, oui, à partir du 1er mai. Mais pour les arrêts dérogatoires, jusqu'au 30 avril, ça reste des arrêts maladie. Les salariés souhaitant se maintenir en garde d'enfants et ainsi bénéficier de chômage partiel devront tout de suite effectuer une attestation. Ben oui, c'est ce qu'on a dit effectivement tout à l'heure. Un salarié a fait des demandes de garde d'enfants en plusieurs fois, donc fractionné. Dois-je faire un signalement DSN pour le second arrêt, sachant qu'il n'a pas repris le travail entre les deux, puisque c'était un week-end? Non, il ne faut pas. Alors, tout dépend de ce que vous avez déclaré au niveau déclaramélie. Si au niveau de déclaramélie, vous avez fait plusieurs arrêts fractionnés, vous devez en paye donc suivre ces arrêts fractionnés. Et donc, derrière, il y aura autant d'attestations que d'arrêts. D'attestations de signalement. Alors, d'autres questions. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, l'employeur n'a pas le droit de demander le motif de l'arrêt de son salarié. Alors, l'arrêt pour garde d'enfant s'arrête au 30 avril et passe en chômage partiel. Vous confirmez oui. Quels sont les documents nécessaires à fournir à l'employeur? Le chômage partiel devra-t-il être encore encodé de manière spécifique dans la GAP? Donc ça, c'est effectivement à voir avec votre service client. C'est malheureusement pas moi qui vais vous répondre. Y a-t-il une déclaration particulière à faire sur IGEDI pour les arrêts garde d'enfants? Il n'y a pas de déclaration particulière à faire dans IGEDI. Tous ces arrêts maladie, qu'ils soient garde d'enfants, personnes à risque ou maladies classiques, maladies ordinaires, sont traités comme des maladies dans le portail. C'est la CPAM qui, elle, va faire le lien entre la déclaration qu'il y a eu sur Déclaramélie et l'attestation de salaire envoyée par l'employeur pour effectuer le paiement. Quel dernier jour travaillé déclaré pour un salarié en arrêt maladie après une période de chômage partiel pendant laquelle il n'a pas travaillé? Pour moi, c'est la veille de la mise en place du chômage partiel. On va avoir le droit effectivement aux 50% sur son salaire normal. Le forçage des arrêts dans les GDI sont ceux à partir du 12 mars uniquement. Oui. Oui et non. Il n'y a pas de forçage à faire normalement dans les GEDI. Si vous avez correctement saisi vos arrêts dans votre paye, pour ceux qui sont en arrêt dérogatoire, avoir saisi l'élément PE 13, 14, etc. pour signaler que c'est un arrêt de travail lié au Covid, vous n'avez pas à forcer quoi que ce soit dans les JEDI, les informations vont remonter correctement. Si c'est un arrêt de travail classique, on vous a mis, ADP a mis à votre disposition les codes et tout ce qu'il fallait pour qu'effectivement votre arrêt ressorte correctement sur votre bulletin et donc les informations remontent correctement sur le portail afin d'être envoyées à la CPAM.
Au niveau, si vous avez forcé votre paye, bien évidemment, il faudra faire attention à ce qui remonte dans le portail, puisque ce ne sera pas en conformité peut-être avec ce que vous attendiez, puisque le portail IJEDI est chargé avec l'automatisme de paye, avec la matrice des arrêts. Donc, si vous forcez votre arrêt de travail, si vous forcez les IJ, je précise, au niveau de votre arrêt de travail en paye, ce que vous avez forcé ne remontera pas dans le portail. Donc, vous serez obligé de corriger aussi sur le portail IJEDI. Par contre, si vous avez simplement forcé votre maintien et laissé les IJ courir comme vous avez l'habitude de le faire, il n'y aura pas de problème. Alors, pouvez-vous donner un exemple de l'application de carence de 7 jours, les 7 jours applicables? Alors, les 7 jours de carence, c'est la carence légale pour un salarié, normalement de plus d'1 an d'ancienneté, mais bien évidemment, si votre convention collective est plus favorable pour vos salariés, vous n'avez pas à changer le nombre de jours de carence que vous appliquez habituellement. Alors, comment se fait l'application de l'activité partielle à compter du 1er mai quand l'entreprise elle-même est déjà en activité partielle? Considère-t-on que les salariés en garde d'enfants sont le même régime? Oui. Oui. Les salariés en garde d'enfants rentrent dans le même régime que les autres salariés au chômage partiel. Il y a plein de questions, c'est vrai que c'est difficile de répondre à tout, surtout qu'il ne nous reste plus que 5 minutes. Alors, les salaires rétablis dont la période de référence comprend une période de chômage partiel, doit-on tenir compte de l'indemnisation au chômage partiel ou doit-on indiquer le salaire rétabli classique? Si vous mettez déjà la date des derniers jours travaillés avant la période de chômage partiel, la question ne se pose même pas puisque vous aurez les salaires classiques. Donc, vous n'aurez pas à rétablir quoi que ce soit. Alors, j'ai un cas pratique. J'ai un collaborateur de moins d'1 an d'ancienneté qui a un arrêt classique qui débute le 9 mars 2020 jusqu'au 23 mars 2020. Dois-je lui faire un complément employeur? Oui, à partir du 12 mars. Je vais lui faire un complément employeur à hauteur de 90%, le minimum légal, et ce jusqu'au 23 mars. Même si on applique le complément de salaire conventionnel, doit-on supprimer la condition d'ancienneté d'1 an? Oui. Il n'y a plus de condition d'ancienneté maintenant pour avoir un complément de salaire à partir du 12 mars. Après, c'est entre le 12 mars et le 23 mars, c'est juste la carence qui va être différente, mais il n'y a plus de condition d'ancienneté effectivement pour avoir un complément de salaire. Et qui dit complément de salaire au maintien de salaire ne dit pas forcément subrogation, je le répète. J'ai une question aussi qui dit: je me suis trompée sur le site Déclare Amélie, il n'y a pas de correction possible, que dois-je faire? Tout simplement, si vous avez saisi une période trop longue et que votre salarié soit repris son activité, soit passe au chômage partiel, vous devez simplement, c'est l'attestation de salaire qui fera foi auprès de la sécurité sociale, puisque c'est ces documents-là qui va permettre à la CEPAM l'indemnisation. Donc, sur l'attestation de salaire, il y aura un dernier jour travaillé, une date de reprise qui fera en sorte que la CEPAM ne paiera que la partie en arrêt maladie. Alors, pour les salariés vulnérables n'ayant pas obtenu de certificat de confinement par leur médecin du travail et étant en arrêt maladie après le 1er mai, et étant en arrêt maladie après, quelle indemnisation appliquer? Alors, pour les salariés vulnérables, s'ils n'ont pas de certificat de confinement, mais qu'ils ont un arrêt maladie, c'est la même chose, ils sont en arrêt maladie, et donc c'est l'arrêt maladie qui prévaut, et après le 1er mai, ils perdurent dans leur droit aux arrêts maladie.
Faut-il faire une attestation de salaire pour les salariés passant en activité partielle au 1er mai suite à un arrêt garde d'enfants? Non. De toute façon, la CPAM ne prendra plus en compte les arrêts dérogatoires, donc il n'y aura pas d'attestation à faire pour les arrêts après le 1er mai. Bien évidemment, il faudra faire toutes les attestations de salaire pour tous les arrêts qui auront lieu entre les débuts du confinement et le 30 avril. Il n'y aura pas de reprise anticipée à faire pour tous les arrêts qui sont de plein droit au 30 avril. La CPAM arrêtera elle-même de toute façon de payer tous ces arrêts-là. Si le salarié est en télétravail pour garde d'enfants, il n'a pas d'arrêt, il peut continuer à être en télétravail. Doit-il basculer au chômage partiel? Je ne vois pas pourquoi. S'il est en télétravail, son activité perdure. Donc il est à la fois, il garde ses enfants et à la fois il travaille. Il n'y a pas d'arrêt garde d'enfants ni chômage partiel pour lui. Je pense que ça touche à sa fin. Encore une question. Une personne vulnérable en arrêt jusqu'au 10 mai, faut-il faire une reprise anticipée? Non, c'est ce que je viens de dire effectivement. Pas de reprise anticipée. La CPAM, de toute façon, arrête tous les arrêts dérogatoires à partir du 1er mai. Alors, encore une question. Alors, la paye d'avril, avec des éléments de mars, est déjà clôturée. Comment va se faire les ajustements sur la prochaine paye? Malheureusement, il va falloir faire des régularisations en paye pour venir compléter les arrêts qui auraient été peut-être pas suffisamment maintenus. Pour certains arrêts, nous avons appliqué, et ça je l'entends bien, le maintien qu'à partir du 23 et non pas à partir du 12. Donc il va falloir régulariser en paye tous les arrêts qui malheureusement n'auront pas fait l'objet d'une saisie correcte sur le bulletin. Alors, donc, en cas d'un salarié en maladie non Covid à partir du 6 avril et jusqu'au 17 avril, prolongation jusqu'au 3 mai, mise en place de l'activité partielle pour l'ensemble des salariés au 15 avril. Rentre-t-il dans le cadre de l'indemnisation à 70%? Oui, à partir du 15 avril, vous ne pourrez plus l'indemniser qu'à 70%, puisque votre entreprise est en activité partielle totale. Par contre, il restera en arrêt maladie jusqu'au 3 mai. Bien. Écoutez, Loïs, je crois qu'on va mettre fin aux questions-réponses. Nous arrivons à la fin du temps qui nous était imparti pour essayer de répondre à toutes les questions qui nous ont été posées. Malheureusement, on n'a pas réussi. Il y en avait trop. Merci à vous. Merci à tous. Merci à vous donc, pour votre suivi et toutes ces questions bien intéressantes. Donc, merci pour votre participation. Nous espérons avoir été utiles. Rendez-vous sur fradp.com pour en savoir plus. Nous prendrons contact avec vous pour répondre à vos nombreuses questions. Bonne fin de journée et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.